tous. Je suis ravie d'être sur le lab de Manpower, sur Vivatech, le deuxième jour de Vivatech. Le troisième, non mais même le troisième jour déjà. Je suis en compagnie d'Éric Jeannereau, bonjour. Bonjour Caroline. Et puis je suis aussi en compagnie de Bertrand Nagbar. Bonjour Caroline. Alors Éric, tu es directeur général d'Experis. Experis, c'est une filiale du groupe Manpower et vous accompagnez les entreprises et les marques dans la transformation numérique. Alors oui, on est expert de la transformation numérique. On est 4000 en France et on est 20 000 dans le monde. Donc c'est une grosse activité dans le groupe Manpower et on est spécialiste de l'accompagnement. On a cette ambition d'accompagner, d'accélérer la transformation numérique chez nos clients. Et aujourd'hui, on a un bel exemple avec l'accompagnement de Dalkia. Dalkia, vous êtes une entreprise qui appartient au groupe EDF, vous êtes filiale, vous êtes spécialisé dans les énergies renouvelables et de récupération et vous accompagnez vos clients dans la réduction des émissions carbone, par exemple. Exactement, nous sommes 20 000 en France et puis à l'international et on travaille en effet à verdir, à décarboner le mix de nos clients, des réseaux de chaleur, des collectivités, de l'industrie. En France et à l'international. Très bien, alors depuis 3 ans, Experis accompagne Dalkia, notamment dans le support bureautique à distance, mais aussi dans l'usage des moyens digitaux sur toute la partie maintenance. Vous avez comme point commun de vivre à la fois la transformation numérique de l'intérieur et à la fois d'accompagner vos clients, ce qui est un bon exemple. Je dis souvent que la transformation digitale se vit plus qu'elle ne se décrète et d'ailleurs elle s'expérimente plutôt puisque la transformation digitale en vrai c'est un peu une expression erronée, on va pas se mentir. On a l'impression que c'est qu'un sujet technologique alors qu'en vrai il y a 4 dimensions dans cette transformation, à la fois une dimension business, une dimension bien sûr humaine et on en reparlera notamment avec l'aspect métier, une dimension éthique et ce sera aussi la dernière partie de notre intervention sur le numérique responsable et bien sûr une dimension technologique évidemment. Alors pour démarrer avec Éric, comment se manifeste la digitalisation des entreprises et notamment depuis la crise ? Alors, on assiste à quelque chose de vraiment massif. Les sujets, les projets IT se multiplient chez tous nos clients. Alors ça a plusieurs impacts. Le premier, c'est probablement qu'on n'a jamais vu un appel d'air pour les compétences IT, techno, telles qu'on la vit aujourd'hui. Chez Manpower et chez Experis, on fait des études régulièrement et tous les trimestres, on sort un observatoire des intentions d'embauche. Le secteur IT n'a jamais été aussi tendu qu'il ne l'est aujourd'hui. On a 4 entreprises en France sur 5 qui ont du mal à recruter sur ces métiers. Donc cet appel d'air, il génère une pénurie de talents qui est juste inédite. Voilà. En deux, je pense que la transformation numérique aujourd'hui, c'est l'avènement de la data. Tous nos clients cherchent à générer, et je pense que Bertrand en parlera tout à l'heure, cherchent à générer de la data, à analyser de la data, à prendre des décisions objectives à partir d'analyses pointues générées sur de la data, et même à créer des services propulsés par la data, par de l'intelligence artificielle, par du machine learning, créer des services à plus forte valeur ajoutée. Et puis, au final, et je vais prêcher pour ma paroisse parce qu'on est très présent dans le monde du digital workspace, donc les environnements bureautiques de chez nos clients. Et nous, ce qu'on constate depuis 2 ans, c'est que tous nos clients ont une attention très particulière sur l'environnement bureautique digital qui est mis à disposition de leurs collaborateurs parce que c'est un sujet d'attractivité, c'est un sujet de rétention des talents. Et quand on est dans une guerre des talents comme aujourd'hui, tous les moyens sont bons. Alors, indépendamment de la technologie, il y a bien sûr la question de la culture du numérique. Je travaille beaucoup, je suis aussi formatrice, j'interviens en conférence et on sent parfois dans certaines entreprises, et c'est bien normal, parfois des personnes réfractaires ou en tous les cas des personnes qui s'interrogent jusqu'où on va dans l'usage des technologies au service de l'humain. Comment vous diffusez la culture numérique ? Comment elle s'infuse même peut-être avant d'être diffusée dans les organisations ? Alors, c'est un point hyper important parce qu'on n'a pas le choix, on ne peut pas rater ça. La transformation numérique, c'est la digitalisation des métiers et on a affaire à des populations qui sont parfois loin de la chose digitale. Il faut pouvoir composer avec ça. La transformation numérique, c'est la collaboration de la DSI, évidemment, qui est acteur majeur de cette transformation, mais aussi des métiers, de toutes les fonctions support,
et du marketing, de la vente, des départements juridiques. Donc c'est des équipes pluridisciplinaires à faire travailler ensemble. Et c'est un magnifique élan de collaboration transverse avec des équipes pluridisciplinaires qui permet d'obtenir ça. Et donc on est confronté effectivement à des gens qui ont une appréhension différente de la chose digitale. Et aujourd'hui, en tout cas dans nos métiers du support digital et de la transformation, on est très intéressé par la segmentation des utilisateurs en fonction de leur appétit pour la chose, de leurs compétences. Et ça, c'est à la fois générationnel, mais pas toujours. C'est à la fois culturel, mais pas toujours. Et donc, on est confronté à ça. Alors, chez Experis, on crée des savoir-faire, on crée des organisations, et c'est ce qu'on offre à nos clients pour accélérer ça. Et on a une approche qui est talent multiplied, c'est-à-dire qu'on est très intéressé bien sûr par les hard skills, les tech skills et les compétences vraiment technologiques associées à des compétences plutôt soft, de team player, de collaboratif, qui permet justement de réussir cette transformation et ces projets transverses. Ouais. Alors donc chez nous, la transformation, on la vit aussi, on modernise nos outils, on modernise notre approche digitale vis-à-vis de nos clients, vis-à-vis de nos collaborateurs. On génère des données de partout. On transforme notamment tous nos circuits logistiques pour offrir plus de visibilité à nos clients. Donc on a vraiment cette triple approche. Qu'est-ce qui est bon pour le business, qu'est-ce qui est bon pour nos clients et qu'est-ce qui est bon pour nos collaborateurs. Et quand vous avez une transformation et des projets qui couvrent ces trois volets, vous avez une transformation réussie. Mais c'est vrai que ce que tu dis est intéressant parce que la clé, c'est la collaboration, la transversalité, le fait d'embarquer l'ensemble des équipes au même moment. Il y a des enjeux managériaux aussi, on ne va pas se mentir. Comment on révolutionne les postures d'un management qui va plus s'œuvrer dans la confiance en ses équipes et dans l'accompagnement. Nouveau rôle aussi pour les managers. Bertrand, sur le côté sécurité et sur le côté quel apport du numérique sur le confort du travail ? Alors, pour revenir sur le point de la transformation numérique, chez Dalkia, nous, on ne parle plus de transformation numérique tout seul. On parle de transformation métier avec le numérique qui va être en support de cette transformation métier. Donc c'est quoi ? C'est des nouveaux processus. C'est des nouveaux processus qui vont être outillés par des nouveaux outils. Et vraiment, la question principale, c'est un peu une évidence, mais c'est donner le sens de la transformation métier. Et donc nous aujourd'hui, chez Dalkia, on travaille beaucoup sur le sens pour réussir ces transformations numériques. Donc le sens, par exemple, chez Dalkia, si on prend un exemple concret, c'est la transformation des métiers, des opérations chez Dalkia. Donc nous, notre enjeu, c'est de pouvoir limiter le nombre d'interventions de nos techniciens Dalkia pour être plus sur des tâches à valeur ajoutée. Et donc, qu'est-ce qu'on a fait ? Effectivement, il a fallu qu'on fasse comprendre le sens. Et après, le sujet de l'outil, de la data, c'est-à-dire l'utilisation de l'IoT, de la mobilité, pour pouvoir mener à bien cette transformation, ça s'est fait dans un second temps. Parce que ce qui est important, c'est le sens de cette transformation, pour pouvoir projeter chacun de nos acteurs dans cette transformation. Ensuite, derrière, je pense qu'il faut aussi aller sur le sujet de la data. Parce qu'effectivement, tous ces nouveaux processus, toutes ces nouvelles pratiques, ces nouvelles façons de travailler vont générer beaucoup de données. Et nous, la conviction chez Dalkia qu'on a, c'est que la donnée, elle n'est pas seulement à mettre en place pour pouvoir faire des beaux tableaux de bord pour un COMEX, pour un comité de direction. La data, elle doit être à disposition de l'acteur du processus. C'est-à-dire que chaque acteur doit être en mesure de pouvoir voir son état, comment il est dans la transformation. Donc, ça amène à votre question sur l'environnement. L'environnement de travail, il va être fondamental là-dedans. Parce que chaque acteur de nos processus doit avoir accès à l'information qu'il a lui-même produite ou que son écosystème a produit. Et donc, c'est pour ça que nous, aujourd'hui, pour nos techniciens, l'outil de travail, l'environnement de travail, c'est ça. C'est le téléphone portable. Donc c'est ce qui fait, ça nous amène certaines contraintes, c'est-à-dire qu'il faut effectivement travailler sur le terminal, il faut travailler sur l'ergonomie. Et d'ailleurs, nous, on considère que demain, l'avenir de l'environnement de travail pour l'ensemble de la société pourrait être juste ça, avec derrière une station d'accueil pour pouvoir visualiser. Donc ça nécessite pas mal de choses d'un point de vue sécurité, le zéro trust. Mais nous, on considère que ça va être l'avenir de l'environnement de travail.
Et là, à partir de ça, la question de comment je vais présenter toutes ces données à l'intérieur de ces environnements. Et donc nous, chez Dalkia, on a surtout travaillé sur des notions d'application d'usage. C'est-à-dire que chaque application d'usage, chaque type d'utilisateur, donc le technicien, le manager, le responsable de la performance énergétique, va avoir une application d'usage pour pouvoir limiter le nombre d'applications. Parce qu'on le voit bien, effectivement, ce n'est pas vivable aujourd'hui d'avoir 40 applications pour un salarié. Donc on travaille beaucoup sur ces notions d'application d'usage. Très bien. Tu veux ajouter quelques éléments, Eric, sur le sujet ? Non, c'est très intéressant parce que finalement, on s'intéresse maintenant à la valeur perçue par nos collaborateurs dans l'usage des moyens digitaux qu'on met à disposition. Et c'est majeur dans le cadre d'une adoption. Et sans adoption, vous n'avez pas de transformation. Donc le fait que chacun y trouve une valeur perçue forte qui est plus de l'ordre d'un combinatoire. C'est-à-dire qu'on ne peut plus imposer des outils. Il faut que les gens les adoptent. Et on est vraiment dans des réflexions de type marketing, grand public, retailer, pur et dur. C'est comment je fais pour que mes moyens soient adoptés par mes collaborateurs. Et tout à fait, c'est la question du sens sur laquelle je rebondis, parce qu'en fait le sens, il passe quand même d'abord par une première étape qui, je trouve, est de démystifier et détabouiser, je ne sais pas si le verbe existe, mais on va dire qu'il existe, le sujet des compétences et du maintien de l'employabilité. C'est-à-dire que chacun, on ne se dise pas en tant que manager, je laisse le sujet, parce que ça nous fait peur aussi en tant que manager, d'assumer que nos équipes potentiellement... nous aussi, notre rôle est remis en jeu. Donc il y a un vrai sujet d'accompagnement des peurs, mais en même temps en mettant le sujet sur la table. Comment on définirait, Eric, une expérience satisfaisante ? Alors, ça c'est une vraie bonne question. Et je pense que n'importe qui est à l'origine d'une application numérique aujourd'hui, il devrait vraiment se poser cette question-là. Une expérience satisfaisante, c'est évidemment d'abord une expérience n'importe où, n'importe comment, à partir de n'importe quel device, dans un monde de sécurité qui fait qu'on est à l'aise pour partager et travailler correctement. Je pense que la crise du Covid et le fait d'envoyer tout le monde travailler de chez soi, ça a accéléré de manière incroyable ce concept de l'expérience utilisateur dans les applications qu'on peut distribuer. Voilà. Comment ça se passe chez Dalkia pour améliorer justement cet environnement de travail ? Nous, en fait, dans toute cette transformation, l'évidence, c'est que mettre l'utilisateur au centre, ce n'est pas négociable. Il faut absolument, dans tous nos processus et dans la vie de tout notre environnement de travail, que ce soit du collaboratif jusqu'à l'application métier, qu'on mette l'utilisateur au centre. Et donc ça, c'est quelque chose qui va être nécessaire pour cette transformation. C'est-à-dire que chaque utilisateur doit pouvoir donner son avis sur le processus applicatif, si on parle IT, le processus applicatif qui va être mis en place, sur l'ergonomie, parce que là aussi, on revient au point, c'est lui qui est l'acteur, c'est lui qui va réussir cette transformation. Et là, c'est là où l'accompagnement aussi va avoir lieu, c'est-à-dire qu'il faut tout au long de la vie de nos applications, de notre environnement de travail, les utilisateurs soient très fréquemment consultés. Pour ajouter à ça, effectivement, nous, on a un gros entrepôt logistique au sud de Paris avec des matériels IT qu'on envoie partout en France et dans le monde, et notamment pour Dalkia. Et on vient de complètement transformer notre système de management d'entrepôt. 10% du budget de ce projet numérique, c'est de la formation et c'est de la communication autour de ce projet pour être sûr que les collaborateurs s'emparent de ces moyens. Alors, le télétravail réorganise complètement la façon dont on a de collaborer entre nous. Pour vous, ça serait quoi la prochaine grande révolution ? Est-ce que c'est le métaverse ? Vous êtes allé sur le stand Meta ou pas ? Je te laisse répondre. C'est cadeau, c'est cadeau. Non, effectivement, la révolution du travail, c'est une très 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 bonne question. Il va falloir qu'on suive ça, bien sûr. C'est comme toutes les transformations qu'on voit, les réseaux sociaux. Voilà, et je pense qu'il faut effectivement qu'on soit très vigilant de se dire, voilà, on a un nouvel espace qui peut arriver, qui est ce métaverse, qui va. Et il faut effectivement que nous, en tant qu'entreprise, on sache suivre et on sache répondre aux attentes de nos collaborateurs. Et donc si le métaverse peut être une très très belle opportunité de pouvoir collaborer différemment, collaborer sur des lieux qui vont être dématérialisés,
Donc voilà, donc c'est quelque chose, il faut qu'on soit, qu'on sache regarder ce qui se passe pour se projeter vers ces nouveaux univers. Alors, moi, j'ajouterais juste que, évidemment, nos collaborateurs, nos candidats, on a 60% de nos effectifs qui ont moins de 40 ans, ils sont hyper familiers de ça, hein. Et donc, effectivement, s'il y a un mouvement, une tendance de fond qui les emmène vers le métaverse, il faudra qu'on y soit. Donc, on est déjà sur Twitch, on est déjà sur toutes ces plateformes, on monte des équipes e-sport. Si demain, nos collaborateurs, nos candidats sont sur le métaverse, on y sera et on sera bien présents. Vous êtes sur TikTok aussi ? Alors ça, il faudra demander aux responsables communication chez nous. On va passer à la deuxième partie, plus sur l'évolution des compétences, des métiers, la pénurie des talents. Ce qu'on voit dans cette première partie, c'est qu'en gros, oui, le numérique, c'est évidemment créateur de valeur, que ce soit en termes de gains de productivité, mais aussi en termes d'innovation, voire de confort et d'environnement de travail. Dans quelle mesure il y a un impact de cette culture du numérique sur les métiers et les compétences, Eric ? Alors, chez Experis, évidemment, on a une culture d'entreprise puisqu'on est une société de services numériques, donc on est très familier de tout ça. Ce qui est sûr, c'est qu'aujourd'hui, on a besoin de construire des compétences, hein. On a besoin, et ça, Experis est acteur là-dedans. Évidemment, on a des budgets formation qui explosent. C'est parce qu'aujourd'hui, globalement, on a un système de formation universitaire et secondaire qui peine à suivre le rythme d'évolution des marchés, des attendus, des compétences, des technologies, etc. Donc, on accompagne beaucoup nos collaborateurs là-dedans. Aujourd'hui, pour tout vous dire, il y a une pénurie notamment sur des chefs de projet IT, des ingénieurs et analystes en cybersécurité, des analystes en machine learning et intelligence artificielle et des simples développeurs. Voilà. Donc l'appel d'air est énorme et nous, on essaye de répondre à notre manière à cette tendance forte attendue par nos clients. On a vu d'ailleurs récemment qu'Amazon crée sa propre école de formation interne. Ça, c'est une des tendances aussi qu'on peut voir chez les acteurs du marché. Alors, on réfléchit effectivement, l'Experis Academy, c'est quelque chose qui est dans les tuyaux chez nous. Très bien. Chez Dalkia, comment ça se traduit, ces enjeux autour des métiers et des compétences ? Alors oui, chez Dalkia, c'est un sujet fort, hein, puisque Dalkia, on recrute 2500 salariés par an. Et on a 1000 alternants par an. Donc voilà, donc on voit que c'est quand même énormément de volume. On a notre propre centre de formation pour nos techniciens, donc pour pouvoir... c'est un CFA en fait. Et donc apparaît là-dedans la compétence numérique de plus en plus, parce qu'effectivement il y a le hard skill, il y a le soft skills, et moi je dirais qu'il y a le digital skill, qui est au milieu et qu'il faut vraiment prendre en compte. C'est-à-dire que c'est quelque chose, est-ce qu'on va embaucher quelqu'un qui n'a pas ce digital skills ? Non, on va le prendre. Par contre, il va falloir qu'on le développe, il va falloir qu'on forme ces personnes-là. Et donc ça commence dans notre CFA, mais après à l'intégration des équipes et après tout le long de la carrière de notre collaborateur. Donc c'est vrai pour les techniciens, c'est vrai aussi pour les personnes chez nous, dans nos desks, tout ce qui est centre de pilotage pour tout ce qui est performance énergétique. Ces gens-là aussi, puisqu'ils vont manipuler de plus en plus d'outils, on va les confronter à des algorithmes qui vont prendre des décisions. Donc il faut qu'on forme tous ces gens-là. Et aussi pour les équipes IT, parce qu'effectivement, c'est pas parce qu'on est IT qu'on est à jour sur toutes les technologies data, sur les outils les outils de visualisation ou le cloud. Et donc là aussi, c'est quelque chose, il faut qu'on développe. Et donc c'est bien aux entreprises, c'est bien le rôle des entreprises de faire cela, voilà, de suivre la compétence digitale de leurs salariés. Alors, Experis a sorti en début de semaine une étude qui s'appelle The New Age of Tech Talent, qui dit quelque chose d'intéressant, c'est qu'il y a probablement des viviers cachés dans les entreprises de talents, des gens qu'il faut aller éduquer au digital, mais qui ont les compétences, qui ont le potentiel. Et donc il y a un vrai travail, je crois, dans nos entreprises, d'aller découvrir ces talents. De la même manière, aujourd'hui, nous, on recrute avec des plans de formation préparés sur 2-3 ans, et de manière à d'abord à attirer les gens qui ont ce potentiel et qui ont peut-être pas ces compétences immédiates, mais dans 3 ans, en faire des gens tout à fait productifs pour une entreprise, pour une industrie du numérique. Alors avant même le sujet de la formation, il y a le sujet de l'attractivité des métiers de l'IT. On sait que notamment les populations féminines ne sont pas suffisamment attirées par ces disciplines et ces activités.
qu'est-ce qu'il faudrait faire et comment vous comptez aborder aussi ce sujet? Parce que finalement, la formation en est que le résultat. C'est que si on a en même temps suffisamment, toujours pas assez de personnes pour s'intéresser à ces métiers, qu'est-ce qu'on pourrait faire? Alors, nous, on a des programmes de formation qui vont chercher les gens qui sont loin de l'emploi. On travaille de très près avec Pôle emploi sur ce sujet. Chaque année, on fait 150 collaborateurs formés 3 mois. Et dans ces promotions-là, on a des taux de population féminine qui sont très élevés. Mais vous savez, un BTS informatique en ce moment, c'est 7% de femmes. Dans les écoles d'ingénieurs, c'est 25% de femmes. Chez nous, on est 17% de femmes dans nos effectifs et on en a 18-20 dans les managers. Voilà. Donc, c'est notre devoir de former, c'est notre devoir de montrer que nos populations féminines sont également de très bons managers, parce qu'elles sont surreprésentées dans ces positions-là. Et je pense que... alors, on a parfois des clients qui nous exigent une quote-part de femmes. Donc, on se plie à l'exercice. C'est souvent très compliqué pour les raisons que j'ai évoquées et que vous avez mentionnées. Mais parfois, on y arrive. Et là, c'est vraiment un beau succès. Non, chez Dalkia, c'est aussi un sujet vraiment très, très important. Notre présidente directrice générale, Sylvie Géano, a mis en place un prix qui s'appelle Women Energy in Transition. Je ne sais pas si vous l'avez vu passer depuis maintenant 3 ans, où effectivement on veut promouvoir la place, la place des femmes dans la transition énergétique. Puisque effectivement, chez Dalkia, tous les métiers, pas seulement les métiers de l'IT, sont des métiers qui sont toujours encore très masculins. Et on veut promouvoir, en effet, les candidatures féminines vers ces métiers. Donc aujourd'hui, chez Dalkia, on a 21% de femmes dans nos cadres. On veut aller jusqu'à 30%. Et de la même façon, on veut aussi développer notre population de nos techniciens, d'avoir beaucoup plus de techniciennes. Donc effectivement, c'est quelque chose sur lequel on met un accent plus particulier. Et la formation, c'est un sujet, on parle beaucoup de formation interne. Est-ce qu'il y a des expériences dont vous avez fait l'objet ou vous avez entendu parler sur le fait de comment aller se former aussi à l'extérieur finalement de son entreprise, que ce soit par soi-même ou dans d'autres lieux? Alors effectivement, nous on a des collaborateurs qui nous quittent pendant 1 an pour aller apprendre un autre métier, vous avez raison, et on a des collaborateurs qui étaient avant techniciens support bureautique et qui redeviennent et qui nous rejoignent 1 an après comme développeurs logiciels. Donc ça, c'est des choses qui fonctionnent plutôt pas mal. Et évidemment, on est hyper ouvert à ce genre de transformation. Nos collaborateurs, plus ils grandissent et plus on est heureux. Mais ce dont tu parles, c'est notamment l'effet boomerang, c'est-à-dire de plus en plus se dire nos collaborateurs ne nous appartiennent pas, ils peuvent partir 1 an, 2 ans dans une autre entreprise, ils reviendront certainement enrichis de nouvelles compétences. C'est ce que fait notamment Orange avec son congé respiration. Là, il y a eu un petit buzz sur l'article, où en gros, au bout d'un certain nombre d'années de fidélisation chez Orange, tu peux avoir accès en fait à une année rémunérée en partie par Orange pour aller te former ailleurs, que ce soit un projet personnel ou plus business. Donc on l'a vu, il y a effectivement beaucoup d'actions à mener pour pallier à cette pénurie de talents. Autre sujet du moment, et Vivatech en est aussi une expression, c'est évidemment le tournant de la digitalisation responsable avec des enjeux à la fois environnementaux et sociétaux qui nous animent. Comment chez Experis vous embarquez autour de ces sujets, à la fois chez vous en interne, mais aussi auprès de vos clients? Alors nous, on a des patrons qui sont super ambitieux pour nous. À Milwaukee, ils nous ont demandé d'ici 2030 de réduire considérablement nos gaz à effet de serre en tant qu'entreprise. Donc déjà, on a des objectifs propres. Et donc c'est pour ça qu'on verdit notre flotte automobile. On a 400 véhicules de service, donc on y va. On déploie des solutions de mobilité douce. On achète de l'énergie verte, évidemment. Donc nous, on est vraiment sur ce chemin-là. Donc culturellement, on y est. Maintenant, effectivement, on travaille avec nos clients là-dessus. On travaille sur des solutions innovantes. On travaille sur l'optimisation de la consommation, typiquement, et de la réduction des effets de serre des parcs PC chez nos clients. Voilà, donc on a un écosystème de start-up. Vous pouvez en voir ici un certain nombre, dont une, Avob, qui est exactement sur ce créneau-là. Et nous, ça nous intéresse de proposer des solutions innovantes à nos clients et à notre mesure, de contribuer à leur effort autour d'un sustainable IT department.
Et chez Dalkia, est-ce que tu veux compléter, Bertrand? Alors Dalkia, oui, donc comme on le disait dans l'introduction, Dalkia, notre métier, c'est de décarboner le mix de nos clients, et le numérique a de plus en plus de place là-dedans. On a lancé il y a une dizaine d'années maintenant nos desks, nos Dalkia Energy Saving Center. Ce sont des centres de pilotage où il y a beaucoup de données qui remontent, des données de nos installations, des installations de nos clients, des données qui vont arriver dans des outils, dans des algorithmes, et puis nos energy managers vont traiter toutes ces données pour prendre des décisions, mettre en place des plans d'action pour aller vers de la performance énergétique pour les sites de nos clients. On a lancé plus récemment Dalkia Analytics, donc qui est une offre destination de nos clients entreprises, de nos clients industriels, où on va travailler sur les processus, les process métiers, les process industriels de nos clients pour pouvoir, grâce à de la donnée, à des tableaux de bord, à de l'intelligence artificielle, pouvoir également là optimiser sur des paramètres de ces processus industriels pour avoir de la performance énergétique. On lance aussi une offre de BIM GEM, BIM Gestion Exploitation Maintenance, où là on est convaincu qu'une vision système énergétique va permettre aussi, grâce à de la donnée, à de la visualisation, d'avoir de la performance énergétique, de gagner des points de performance énergétique en plus. Donc on a effectivement toute une gamme d'offres aujourd'hui qui sont des offres numériques pour pouvoir verdir, pour pouvoir décarboner le mix énergétique de nos clients. Alors après ça, donc là on parle d'IT for Green, il faut que le Green IT soit aussi là. Il faut aussi que nous on soit exemplaires en tant qu'entreprise. Alors on a eu une première, parmi toutes les initiatives, il y a une initiative assez marquante qui est notre site web, notre site institutionnel, dalkia.fr, que je vous invite à aller voir, qui est le premier site éco-responsable dans le monde de l'énergie. Donc c'est un site où on a vraiment voulu penser une verticale éco-responsable. Donc on va du design, c'est-à-dire qu'on va utiliser des photos légères avec de la bichromie. On ne lance pas toutes les vidéos automatiquement, il faut aller cliquer dessus. On a travaillé sur le contenu. Au lieu d'avoir 1000 pages sur notre site institutionnel, on n'a plus qu'un petit peu plus de 100. Donc voilà, on a divisé par 10 tout ce qui est contenu sur notre site web. Et après, d'ailleurs, on a travaillé sur les infrastructures, le nombre de serveurs. C'est-à-dire qu'on n'a plus 7 serveurs, on n'a plus que 2 serveurs. Et donc tout ça, ça nous a amené à faire une économie de 64% de CO2 sur notre site institutionnel. Donc ça, c'est quelque chose qu'on a fait. Notre filiale Dalkia Polska a pris le pas. Et effectivement, petit à petit, j'entends beaucoup de gens qui sont aussi sur ces démarches-là et qui maintenant s'inspirent de ce qu'on a fait. Sur les réseaux sociaux, notre service communication a mis en place le hashtag DLD, date limite de disponibilité. Histoire de dire, tous les posts, ça ne sert à rien qu'ils durent 10 ans. Voilà, 6 mois, c'est amplement suffisant. Et donc, pour pouvoir limiter l'empreinte carbone de notre communication. Donc voilà, donc ça, c'est vraiment des choses où on souhaite que tout ça essaime. Et après, derrière nous, en tant que IT, dans une entreprise, on a toutes les actions numériques responsables. Il faut éteindre les serveurs quand on n'en a pas besoin. Il faut aussi faire attention à l'empreinte de tout ce qui est matériel, donc s'assurer que quand on n'a plus besoin de ce matériel, il est vraiment recyclé, il va dans une filière de recyclage. Donc ça fait partie de tout le champ d'action pour nos clients et aussi pour nous, pour pouvoir décarboner, avoir un numérique responsable. Tu voulais rajouter quelque chose, Eric ? Oui, je voulais rajouter qu'en plus de ça, ça n'enlève rien à l'ergonomie et l'intuitivité du site web. Parce qu'on pourrait imaginer que ça dégrade un peu l'expérience utilisateur, mais le site de Dalkia, c'est vraiment une référence pour moi. J'ai demandé à ce qu'on essaye de copier, on m'a dit que c'était compliqué, mais c'est vraiment très réussi. Ouais, aucun école, merci du partage. Non mais nous, alors vous avez compris, on s'occupe du cycle de vie des PC depuis depuis le déballage carton, depuis l'ingénierie autour du poste jusqu'à la destruction. Donc évidemment, on est aussi partenaire écologique du cycle de vie et du traitement écologique de tous ces matériels-là. Ce qui est sûr, c'est qu'une énorme partie de l'empreinte carbone et écologique de ces matériels, ce n'est pas forcément la consommation, même si ça compte, mais c'est la durée de vie notamment. Et donc, effectivement, on travaille sur de la modélisation pour prolonger ces matériels-là, ne les remplacer que quand c'est pertinent, que quand on a une perte de performance, et pas juste parce qu'on a dit que tous les 3 ans, il fallait faire tourner des PC.
On travaille sur, on a parlé des serveurs, mais il y a combien de PC chez toi? Plus de 10 000. Ouais, plus de 10 000. Il y en a probablement une très grande partie qui reste allumée toutes les nuits. Et on travaille justement sur l'extinction et pour prolonger et pour mieux consommer. Donc on a beaucoup parlé des thèmes environnementaux. Abordons maintenant le sujet d'inclusion et de diversité. Et on a notamment une question qui est arrivée dans le chat avec les internautes sur les jeunes et sur notre deuxième sujet autour de l'attractivité des jeunes pour les métiers de l'IT, des nouvelles générations. Est-ce qu'il y a des choses à faire là-dessus ? Alors, oui, c'est sûr. Aujourd'hui, nous, pour attirer, on vend à la fois nos valeurs, ça c'est sûr. On vend une capacité à grandir et à accompagner nos collaborateurs depuis leur entrée jusqu'à des postes de management. Donc, on a plein de filières pour grandir, des filières d'expertise technique, des filières de management. On fait 250 promotions de collaborateurs tous les ans. Voilà. Et ça, c'est une démonstration d'un modèle vraiment où on fait grandir nos collaborateurs. Je crois que ça attire beaucoup, il me semble. Offrir des cursus de formation dès l'entrée avec un engagement de notre part signé dans le contrat pour dire mais je vous assure, c'est pas du pipeau, venez chez nous parce qu'on va vous faire grandir et vous sortirez, à un moment, vous sortirez de chez nous, mais vous serez encore plus employable. Est-ce que tu t'engages à les faire bouger tous les ans, voire tous les 18 mois? Parce que tu sais qu'en ce moment, c'est surtout ça, c'est qu'en fait, ils veulent bouger plus vite manifestement que les anciens. Alors, on a mis en place. Alors, c'est pas moi qui bloque, mais je vous assure que les managers, quand ils ont un bon collaborateur, ils sont très gênés à l'idée de le faire évoluer. Donc, il faut casser un certain nombre de cultures et pour le mieux-être de nos collaborateurs et puis pour les projeter dans un avenir chez nous. Ouais. Nous, chez Dalkia et dans l'IT, donc, nous, on a quand même la chance aujourd'hui d'être sur un métier qui est dans la transition énergétique. Et donc, en effet, je pense que ça revient au sens, c'est de dire, voilà, il faut donner du sens et pour recruter des jeunes, il faut leur donner effectivement l'intérêt IT, de la transformation numérique, mais quand elle est au service de la transition énergétique, on a un plus. Et donc, nous, on a cette chance-là. C'est qu'effectivement, pour attirer des talents aujourd'hui, oui, le sujet de la transition énergétique, il est quand même très important. C'est ce que les jeunes attendent. Ils veulent être acteurs. Et donc nous, effectivement, on se place là-dedans, dans cette démarche-là et dans cette dynamique. Alors, toujours sur les sujets d'inclusion, sans transition, passer des nouvelles générations aux seniors. Quid des seniors pour, malgré tout, même avec leur âge mature, continuer à les intégrer dans nos organisations? Est-ce qu'on est foutu quand on a plus de 50 ans? Alors nous, on a fait une étude sur l'aisance en fonction de l'âge de tous nos salariés sur les outils numériques. Et le résultat a été étonnant. C'est-à-dire qu'on n'a pas un décrochage franc. On n'a pas 90% des jeunes et 30% des plus de 50 ans qui sont à l'aise. On est plutôt à 10 points de différence on est à 80-90% pour les moins de 30 ans et on est à 70% en gros pour les plus de 50 ans. Donc on n'a pas un décrochage si important que ça. Et ça a été une vraie surprise. Et moi, je reviens toujours à ma question du sens, c'est-à-dire que si on arrive à embarquer sur le sens, à former, finalement, tout le monde y arrive. Il ne faut juste pas oublier de former tout le long de la carrière de nos collaborateurs. Parce que c'est ça, plutôt, nous, on pense que tout cela dit, c'est qu'à un moment, des personnes qui sont là depuis plus longtemps, qui sont au-delà de 40, 50 ans, on les a peut-être pas assez accompagnés, nous, et j'en reviens au rôle de l'entreprise dans cette transformation et dans cette inclusion. Des chiffres ou votre analyse du groupe Manpower sur le sujet des seniors sur le marché du travail? Alors nous, on est plutôt sur d'autres minorités. On est sur des minorités de genre, on est sur une attention toute particulière sur les zones d'éducation prioritaire, les zones d'emploi franc. Et on est confronté à de la diversité tous les jours. Alors dans l'IT, je pense que ça fait 20 ans que c'est pas du tout un problème, la diversité. On est pénurique depuis 20 ans, donc on accueille à peu près tout le monde et on est ravis de le faire. Et donc aujourd'hui, nous, on a des vraies initiatives tournées vers ces zones d'emploi franc en collaboration souvent avec les institutions. Voilà.
Est-ce qu'il y a d'autres actions que vous voulez citer sur le numérique responsable qu'on n'aurait peut-être pas encore évoqué et vos engagements respectifs sur le sujet ? Moi, ma valeur vis-à-vis de mes clients et du marché, c'est véritablement de les accompagner là où je travaille pour eux, hein, là où on délivre du service, c'est autour de l'environnement numérique et digital. Comment est-ce que, avec nos innovations, on peut les accompagner sur moins d'émissions de gaz à effet de serre, moins de consommation électrique, un prolongement de la durée de vie des outils qui sont mis à disposition. On a plein de choses dans les tiroirs. On déploie ça avec un certain nombre de nos clients. Voilà, donc c'est ça notre contribution. Et chez Dalkia, parce que Non, c'est vrai que vous êtes exemplaire effectivement avec le cas d'usage sur votre site internet. Est-ce qu'il y a d'autres actions ? Et auprès de vos clients, comment vous faites pour les accompagner, les convaincre sur ces sujets-là ? Et j'ai une autre question. Quels sont finalement les sponsors de ces sujets, ceux qui sont finalement vos clients directs ? Alors, déjà sur tout ce qui est initiative, donc je vous ai expliqué tout ce qu'on fait sur les postes, sur tout ce qui est recyclage. Ce qui est important aussi, c'est la notion de sobriété. C'est que individuellement, et là on revient à notre sujet, on est tous acteurs hein, de cette transformation. Et donc la notion de sobriété, c'est comment est-ce qu'on donne des informations à nos salariés et sur quelle est leur consommation. Et donc typiquement, nous, sur notre suite collaborative, on a guidé les utilisateurs vers leur consommation. C'est-à-dire qu'un petit peu comme pour savoir, avoir des tableaux de bord de consommation, de stockage, pour effectivement les mettre dans une dynamique de sobriété numérique ou plutôt d'utiliser le numérique juste quand c'est utile et au bon niveau. Et pour tout ce qui est sponsorship, le premier sponsor finalement, c'est nos salariés. Hein. Nos salariés nous challengent beaucoup sur ces sujets-là, donc il y a une vraie attente de nos salariés aussi sur le numérique responsable et de façon globale sur tous les sujets de transition énergétique. Après, derrière, chez nos clients, on voit de plus en plus d'appels d'offres même pour des installations techniques hein, qui effectivement abordent ces sujets. Donc voilà, on est sur un sujet dans un monde qui change et on a de multiples sponsors, de multiples acteurs qui nous incite à aller dans ce sens-là. Alors, Experis, en tant qu'entreprise, a évidemment cette responsabilité-là. On a 400 techniciens itinérants en France. 400 techniciens qui sont évidemment en mobilité. Et donc, on a déployé des solutions de gestion de flotte. On réfléchit à des optimisations de tournée. Et je partage, hein, pour responsabiliser les gens. Et puis, on est tous dans une démarche de colibri. Hein. On va tous essayer d'éteindre le feu avec nos propres moyens. On donne les consommations, on arrive à détecter qui sont les bons conducteurs de ceux qui le sont moins. Voilà, donc c'est comme ça qu'on avance. Alors on a une question des internautes. Auriez-vous un exemple concret d'un outil qui a permis de réduire les émissions carbone en entreprise ? Ah bah alors je viens d'en parler. Voilà. En fait, c'est ça, c'est ce que je me disais. Un outil d'optimisation des tournées, de gestion des flottes de techniciens itinérants. On n'est pas les premiers à le faire, mais vraiment, aujourd'hui, en plus, avec le diesel à 2 €, c'est évident. Tout le monde est gagnant. Voilà. C'est clair. Et moi, je reviens sur la même notion. Hein. Nous, on met en place des tableaux de bord à destination de nos techniciens où ils voient ce qu'ils ont fait en termes de déplacement. C'est-à-dire, et donc, toujours, on les responsabilise et on leur donne effectivement la possibilité d'agir. Alors, à nous écouter, je me dis que tous les managers et manageuses ont quand même de sacrés chantiers en ce moment entre les enjeux d'accompagnement au numérique, mais aussi des enjeux de diversité, d'inclusion et aussi environnementaux. Est-ce que vous avez des exemples sur ce qui marche comme sensibilisation auprès des managers, comme formation pour ces populations qui sont quand même clés dans ce mouvement ? Alors moi j'ai eu la chance de participer à une fresque du climat. Voilà. Et ça c'est un magnifique atelier de collaboration, de création d'esprit d'équipe, de sensibilisation évidemment. Donc c'est 3 heures de réflexion sur le sujet en équipe, avec une équipe de management. Et on sort d'une après-midi comme ça définitivement changé, c'est sûr. Oui, pareil, on a aussi une énorme dans le groupe EDF, la fresque du climat est vraiment déployée de façon globale et ça a un impact certain et presque inattendu hein, sur la conscience de tous et puis
la sienne aussi. Alors si on se projette en 2027, c'est bon, vous êtes prêts dans 5 ans? À part le métaverse, je ne sais pas. Quelles seront les grandes mesures de transformation à vraiment intégrer dans une organisation? Alors on l'a un peu évoqué très rapidement, mais je pense que ça va être le nerf de la guerre. Tous ces outils, c'est très bien, mais et toute cette data, c'est très bien, mais si les outils ne sont pas adoptés, s'il n'y a pas d'usage, il n'y aura pas de data, il n'y aura pas de nouveaux services, il n'y aura pas de prise de décision objective, non biaisée, il n'y aura pas d'intelligence artificielle non plus, puisqu'on n'a pas de data. Et donc, je pense qu'il y a un vrai sujet sur lequel il faut que tout le monde se mette à travailler, c'est celui de l'adoption. Voilà. Comment est-ce qu'on déploie de l'usage chez nos collaborateurs? Comment est-ce qu'on on achète de l'usage? Comment est-ce qu'on gagne de l'adhésion? Et pour toutes les raisons que je viens d'évoquer. Moi, je pense qu'effectivement, dans la même veine, il faut qu'on ait digéré déjà. Il faut laisser le temps de pouvoir digérer la transformation en cours. On est toujours, effectivement, là, nous, on voit chez Dalkia, c'est une transformation récente. Donc, il faut se laisser le temps de la digérer. Ça, c'est vraiment quelque chose qui est important avant de passer à une prochaine étape. Alors, on est dans la transformation continue, mais ce terme est un petit peu dangereux parfois. Il faut quand même se laisser cette période de digestion. Après, derrière, je pense qu'il faut qu'on prenne en compte des contraintes, ou plutôt des choses qu'il faut qu'on regarde, qui sont la contrainte cyber, donc le risque cyber, il est là, les contraintes réglementaires, le RGPD, le Data Act, le futur Data Act, il faut effectivement qu'on se projette dans ce monde avec ce champ de contraintes. Et après, derrière, moi je reviens toujours à ce qu'on dit, c'est il faut mettre la donnée à la disposition de l'utilisateur, du client. C'est pour lui qu'on le fait, et puis c'est pas l'inverse. Donc je pense que c'est important qu'on garde ça en tête, la donnée au service de l'utilisateur. Ouais, je rebondis sur le temps, tu as raison. Le temps humain est beaucoup plus long. Le temps d'adaptation, d'adoption de ces usages. On a parlé du sens. Quel sens j'ai finalement à me mettre à ces technologies? Il y a une citation que j'aime bien. La solution technologique est la réponse, mais quelle était la question? Donc parfois, la solution technologique, il faut prendre le temps de bien se dire, est-ce qu'on a un vrai problème? À quel problème on répond dans l'entreprise et comment effectivement on va accompagner les équipes sur tous ces sujets. Merci à vous deux. Merci Caroline. Merci. C'était passionnant. Et merci Bertrand. C'était passionnant de vous avoir en duo. On sent bien que la transformation, c'est un sujet qui se vit, qui s'expérimente, qui s'ajuste. Les startups nous montrent l'exemple là-dessus. On parle souvent de pivot business. On n'a pas trop encore abordé le sujet, mais ça serait pour une autre conférence, une autre table ronde sur le sujet des ajustements et des remises en cause qu'on doit faire de façon profonde. J'aime bien citer Decathlon en ce moment, qui je trouve fait beaucoup de choses, que ce soit sur le côté logistique, mais aussi sur le côté revisiter son business model. Ils sont en train de tester l'abonnement. Donc le fait d'aller chez Decathlon désormais pour des produits, mais qu'on va juste louer. Merci à vous deux.